Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Salim Nassur. Bonjour Salim Nassur. Bonjour Magali. Vous êtes CEO de Mars avec 2A. C'est une plateforme pour accompagner le développement personnel des personnes qui travaillent, des individus, de manière inclusive, abordable et accessible à tous. Avant de parler de Mars concrètement, on a envie de parler de vous. C'est un peu le principe de l'émission ici à On se dit tout. Dites-nous tout, Salim Nassur. Vous êtes d'origine comorienne, je crois que vous avez grandi avec un handicap. Comment est-ce que vous avez grandi dans ces conditions? Qu'est-ce qui vous a construit et quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Large question. Oui. Déjà, merci pour l'invitation. Et j'aime bien le titre de décideur engagé parce que je pense qu'on est à une époque où il faut s'engager, surtout quand on a un peu d'influence. Donc c'est génial de pouvoir avoir ce temps de parole. Pour revenir à votre question, Magali, donc oui, je suis né avec un handicap, je suis né avec plusieurs handicaps, je dirais en fait, puisque je suis né dans un milieu pauvre, je suis né dans une partie de la France qui n'était pas forcément considérée comme la France, puisque c'était la Réunion avec mon père comorien. Et ça m'a ouvert, en fait, ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un Français avant tout, mais un citoyen du monde, avec cette vision, et surtout avec une vision d'égalité. Et moi, justement, quand on parle d'engagement, je pense qu'il y a plein de sujets, mais il y a 3 sujets qui me passionnent particulièrement. C'est le réchauffement climatique, et ça devrait intéresser tout le monde. Voilà. Le deuxième, et ça c'est dû effectivement à mon handicap, c'est cette notion d'égalité et de justice sociale pour tous finalement. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer l'agence EPOCA pour les initiatives qu'elle peut avoir avec les assises de la parité par exemple, le sommet de l'inclusion économique, donc des gros chantiers qui sont hyper importants. Et le troisième, et c'est là-dedans que je me suis spécialisé tout au long de ma vie, qui est la transformation numérique et des entreprises, mais de la société globalement, parce que je pense que grâce à cette transformation digitale, on va pouvoir adresser ces 2 premiers sujets qui sont le réchauffement climatique et l'égalité des chances pour tous. Oui. Alors vous êtes convaincu que le bonheur au travail entraîne aussi une meilleure productivité. C'est l'idée qui vous est venue pour créer justement cette plateforme Mars avec 2A? Alors oui, entre autres, mais c'est vrai que j'avais fait... Il y a plus de 10 ans déjà une étude pan-européenne quand j'étais chez Google avec Deloitte en fait, où on avait montré qu'en fait si on était bien épanoui au travail, on avait 31% de productivité en plus. Et en fait depuis tout ce temps-là, moi ça m'a toujours percuté quelque part de me dire pourquoi en fait les gens ne sont pas satisfaits au travail dans leur vie et qu'est-ce qu'on peut faire actuelle. C'est une tendance qui va de plus en plus, qui est de plus en plus importante et notamment depuis la période post-Covid. Et je me suis dit mais en fait comment on peut essayer d'inverser les choses? Et c'est là que en effet depuis déjà plus de 10 ans je réfléchis à ce projet Mars en fait qui est vraiment un projet au-delà d'une plateforme, c'est une capacité de transformer les gens. Et donc Mars, pourquoi? Parce que mission, autonomie, action, relation, santé. Donc je le refais en plus lentement. Mission, pourquoi? Parce qu'en fait, avant même de savoir ce qu'on fait dans la vie, c'est pourquoi on se lève tous les matins pour aller travailler. Il faut qu'on ait sa mission de vie en fait. Pourquoi on est sur Terre? Comment on aligne sa mission, ses valeurs avec celles de l'entreprise? Et pour justement apporter quelque chose à l'entreprise. Une fois qu'on a sa mission, comment on devient autonome? Et ça, j'ai pris l'habitude de dire, c'est un peu vrai partout dans le monde et particulièrement en France. Comment on passe d'un mode assisté à un mode autonome? Donc en travaillant vraiment un certain nombre de choses comme ce qu'on appelle le growth mindset, le changement d'état d'esprit, etc. Donc on sait où on va, on a la mission, on est autonome et là on passe à l'action. Et l'action, donc c'est le deuxième A de Mars, donc action massive. Donc ça, il y a des techniques pour pouvoir être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace et quelque part plus engagé dans son travail. Et donc on arrive au R, parce que je n'en ai pas fini, il me reste 2 lettres. Et il reste encore le S. Voilà. Donc le R, c'est les relations, parce qu'effectivement, quand on passe à l'action, on fait comme aujourd'hui, on rencontre des gens, donc on travaille ces relations. Et ça n'a pas été travaillé du tout en entreprise, comment travailler son empathie, son écoute active, passive, et surtout, à l'heure de l'intelligence artificielle, comment on développe ses compétences humaines par rapport aux compétences de la machine, en fait. Et enfin, effectivement, il y a la santé, donc on en a parlé pendant le Covid avec la santé mentale, mais il n'y a pas que la santé mentale, il y a la santé physique. Comment, quelque part, j'arrive à être un athlète de haut niveau,
quand je veux être un bon professionnel. Et donc, je connais mes cycles de sommeil, je connais mon alimentation, je sais comment être en pic performance à un moment et comment me ressourcer pour justement regagner cette énergie. Donc, c'est ça qui forme Mars, en fait. Qui forme Mars. Concrètement, comment ça se présente? C'est une application sur laquelle on va et il y a des recommandations, il y a des tests, comment ça se passe? Il y a plusieurs choses, en fait. Comme je disais, c'est tout un projet. Donc, il y a une plateforme qui, pour l'instant, est en stand-by. Avis je recherche des développeurs, donc qui est en stand-by pour l'instant, parce que c'est un truc très complexe à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes derrière. De l'autre côté, il y a des formations. Alors, il y a un peu de formation en ligne, mais surtout, on fait beaucoup de formations en présentiel, parce que aujourd'hui, je pense que les collaborateurs des entreprises en ont assez du online. Donc, on fait des sessions, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, notamment, et ce qu'on est en train de mettre en place. Comme du coaching c'est effectivement entre du coaching et de la formation pour avoir un impact rapide, qui soit massif et qui soit durable. C'est pour ça qu'on met en place, et notamment avec Opoka, des grandes sessions de formation. On va avoir des centaines de personnes dans une salle, et en une journée, c'est notre promesse, on arrive à transformer le mindset des gens pour qu'ils puissent véritablement prendre toutes les opportunités de l'intelligence artificielle et non pas ne voir que les menaces, en fait. Oui, bien sûr. Alors, parlons du bien-être personnel, puisque c'est de ça dont il s'agit. Comment est-ce que justement, vous répondez à cette crise du bien-être au travail? C'est vrai que de plus en plus de personnes disent ne pas trouver de sens. Comment est-ce qu'on leur redonne justement l'envie de s'épanouir, en tout cas, grâce au travail? Alors, ça prendra un petit peu plus de temps que là pour le faire, mais ça fait partie du M de Mars. C'est vraiment rematcher la mission de l'entreprise avec celle du collaborateur, en fait. Et on se rend compte que bien souvent, c'est une mauvaise communication qu'il y a entre les deux. Alors, comment on recommunique bien justement sur la mission de l'entreprise? Et on se rend compte que finalement, on n'est pas tant à l'orthogonal par rapport à son entreprise et on a envie de s'investir un peu plus. On voit de plus en plus de gens qui s'investissent dans l'associatif et on peut recréer ces mêmes phénomènes dans l'entreprise, à condition qu'il n'y ait pas ce mismatch entre l'entreprise et son collaborateur. Et du fait des collaborateurs souvent ou du fait du management? Les deux. Mais complètement les deux. Et en parlant de management, il est clair, et je travaille avec pas mal de DRH sur le sujet, sur le manager de proximité. En fait, là où il y a une brisure dans la courroie de transmission, c'est au niveau du manager de proximité, parce qu'on l'a bombardé de tâches, mais on ne lui a pas donné les moyens déjà de se former, être un vrai manager, pas juste parce que c'est un bon contributeur individuel. Les perspectives de développement aussi au sein de l'entreprise sont importantes. Mais pas tant, en fait. En fait, il faut vraiment décorréler cette notion de je suis un manager, donc je vais évoluer dans l'entreprise, je suis un manager / un coach, un bon coach pour mes équipes et je suis là pour les faire grandir plutôt que moi me promouvoir, en fait. Et on peut avoir deux tracks complètement différents dans une entreprise. On peut être un bon contributeur individuel et continuer à progresser, tout comme on peut être un manager, mais c'est une vocation d'être manager au-delà d'une promotion ou d'un titre. Vous dites aussi qu'il faut, sur le plan personnel, qu'il faut avoir la bestitude. C'est quoi la bestitude? Alors, la bestitude, c'est une idée qui m'est venue à un moment en me disant comment finalement on arrive à toujours créer du positif autour de soi. Et en se disant, best et attitude, ça fait la bestitude. Donc toujours en ayant un comportement actif, positif envers les autres, finalement ça vous rapporte du bien. Et c'est intéressant parce que pour avoir pas mal étudié différents comportements un peu partout dans le monde, je voulais vraiment le booster en France. Il y a des vraies différences. Oui, il y a des vraies différences, et notamment entre la France et les États-Unis, il y a vraiment ce qu'on appelle ce growth mindset, cette positive attitude, donc cette bestitude qu'on aura un peu moins en France. Et donc, comment on arrive à développer ça en France, c'est ça qui est important. Pourquoi, selon vous, cette éducation, différence? C'est l'éducation. L'éducation culturelle aussi. C'est l'éducation, mais principalement c'est l'éducation. Il n'y a pas de raison de l'acquis qui ferait qu'une nation, plutôt qu'une autre, soit plus négative ou plus positive que l'autre. Donc, tout est dans l'éducation. Oui, tout est dans l'éducation. Donc, ça commence tôt, finalement, cette bestitude. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions choisies à présent. Question d'une grande école à présent, le SCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Que je connais bien. Que vous connaissez bien, puisque vous l'avez aussi fréquenté. Exactement. Ce sera juste après le jingle. Question de l'ESCP pour vous, Salim Nassur, celle-ci que vous avez choisie. Quel est pour vous l'impact de l'intelligence artificielle? On en a parlé un petit peu sur le sujet de l'emploi. Et deuxième question, comment accompagner ses collaborateurs justement pour faire face à cette révolution digitale? Alors, l'impact massif, et ça c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis parti de Google, c'est vraiment pour préparer en fait les populations à cet impact qui est massif en fait. Et il y a une vraie crainte, par rapport à ça? Il y a beaucoup de craintes. Il y a même un terme aux États-Unis qui s'appelle AI anxiety, qui est l'anxiété que génère l'IA, avec de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, il y a un impact qui est phénoménal, qui va être
plus important que jamais et plus rapide que jamais. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, comment préparer? En fait, ça se fait en 3 phases. La première, c'est avoir une prise de conscience. C'est pour ça que j'interviens très régulièrement auprès d'un maximum de gens pour avoir cette prise de conscience que ce n'est pas business as usual, mais on a vraiment changé de façon de travailler. La deuxième, c'est de se former en permanence. Et la troisième, c'est de passer à l'action, en fait. Et vraiment, il est préférable d'essayer de se planter et de continuer à avancer plutôt que de se dire je remets ça demain. Parce qu'en fait, demain, ce sera déjà un autre demain et on sera de plus en plus lâché. On va accumuler, on va accumuler un retard, en effet. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Besoin de se former, besoin de s'informer aussi. J'ai vu que Mars proposait aussi une revue de presse. Exactement. Pour simplifier en tout cas l'accès à l'information qui est vraiment pléthore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est important de ne pas céder à cette information multiple sur tous les supports. Non, mais c'est capital en fait. On voit qu'effectivement il y a cette infobésité qui grandit de plus en plus. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va aller de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez des IA génératives qui génèrent elles-mêmes du contenu. Voilà. Donc, il est impossible de pouvoir tout lire, tout voir, etc. Par contre, en mettant en place des mécanismes avec différents services, ça peut être Mars, ça peut être d'autres, on peut avoir un digest de cette information et surtout, on peut apprendre à avoir cette information en permanence. Typiquement, 2 cas simples, quand je viens à vélo, je vais, au lieu d'écouter de la musique de temps en temps, je vais écouter un podcast ou je vais écouter un livre ou un résumé de livre. Quand même, parfois, à la piscine, je peux le faire. Alors, parfois, je me déconnecte aussi quand même. Mais j'ai des écouteurs aquatiques qui me permettent de continuer à avoir un temps utile et continuer à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faille apprendre tout le temps, mais pas loin. Et il y a différentes modalités. Toujours être à l'écoute, toujours être ouvert. Voilà, en fait. Et puis il y a surtout différentes modalités. On n'est pas obligé de se dire que pour apprendre, il faut aller faire une formation d'une journée ou de 2 jours ou d'une semaine. Non, c'est apprendre peut-être même 5 minutes par jour sur un sujet qui nous passionne ou qui est un sujet d'intérêt. D'actualité. Voilà, exactement. Et ça nous permet de rester à flot par rapport à ça, en fait. La question de Deloitte à présent, question d'une entreprise innovante, Deloitte, qui est le cabinet d'audit et de conseil qui fait partie des Big Four, évidemment les 4 plus grands cabinets d'audit dans le monde, et c'est tout de suite après le jingle. La question de Deloitte pour vous, Salim Nassur. Vous avez travaillé avec Deloitte, Oui. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Quels sont vos principaux défis pour les mois et les années à venir? Alors, c'est assez simple, ma feuille de route est assez simple. Je me suis vraiment fixé pour mission de transformer un maximum de mentalité, de préparer les populations dans un premier temps professionnel, mais globalement les professionnels, notamment françaises, pour commencer. Et donc je me suis fixé cet objectif de toucher 300 000 personnes dans les mois, années à venir. Pourquoi 300 000 en fait? Parce que j'avais vu une étude canadienne qui montrait que pour changer en fait l'état d'esprit d'une population, il fallait avoir 10% d'ambassadeurs. Et la bonne nouvelle de cette étude, c'est que ça montrait qu'il fallait 1% pour changer les 10% qui changeraient les 100%. Donc j'ai pris à peu près. Ça correspond à quoi? Ça correspond justement à 30 millions d'actifs en France. Et donc, si on rétropédale, 1%, ça fait 300 000 personnes. Donc là, ça, c'est mon ambition, c'est de toucher 300 000. Comment? Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, parce que tous les secteurs vont être impactés. Comment? Justement, en faisant de l'acculturation, en faisant de la formation. Et ça, c'est hyper important. Donc, je suis en train de mettre en place, et donc c'est mon deuxième challenge, c'est de recruter suffisamment de personnes, donc des équipes qui vont pouvoir démultiplier cette action au travers de plateformes, au travers de formations, au travers même de livres. J'ai également lancé une édition en fait avec des publications positives justement. Donc c'est tous ces systèmes-là qui vont me permettre d'arriver à ces 300 000 personnes qui vont être changées, qui seront ces acteurs de changement qui prolongeront ça. Et mon troisième challenge, c'est d'obtenir des entreprises et des pouvoirs publics cette prise de conscience pour justement m'aider à atteindre le point 1 et le point 2 en fait. Absolument. Vous parliez de l'empathie. D'ailleurs, les pouvoirs publics se saisissent de cette question, puisque l'empathie va être enseignée à l'école primaire. Ça c'est une bonne mesure déjà. C'est capital. Ça a commencé par l'éducation. Exactement, c'est capital. Et je suis content d'entendre le président Macron, justement, lors d'une allocution, parler de choses, de remettre à l'école, la curiosité, l'empathie, la communication, hyper capitale, le vivre ensemble. Mais quand on regarde à l'ère du digital et à l'ère de l'IA, et le World Economic Forum en parle souvent, il y a 10 skills, donc 10 compétences qu'il faut développer. Sans rentrer dans le détail, il y en a 4 qui sont essentielles et on appelle ça les 4 C, donc la collaboration, la communication, ce qu'on appelle critical thinking, donc la pensée critique, et le 4e, c'est la collaboration. Je crois que je l'ai dit. Vous l'avez dit. Non, j'ai dit, le 4e, c'est communication, tac. Il m'en manque un, et vous le retrouverez. Il suffit d'aller sur Mars. Exactement. Merci Salim Nassur. Maintenant, c'est l'heure de la question de l'hémicycle. C'est l'heure d'interpeller, de poser des questions peut-être à nos élus, et c'est juste après le jingle.
Comment avoir cette bestitude, hein? Comment est-ce que les élus peuvent vous aider peut-être à avancer justement dans vos démarches? Salim Nassur, vous avez 1 à 2 minutes pour interpeller les politiques sur la question que vous voulez. Ce sera face caméra, droit dans les yeux, juste ici. Alors, très bonne question. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, alors vous allez peut-être penser que c'est utopiste, voire impossible, mais moi je pense qu'il faut commencer à un moment, c'est de changer la mentalité des Français. Pourquoi en fait? Parce que aujourd'hui, je pense quand on va à l'étranger, quand vous allez à l'étranger, on est perçu, nous en tant que Français, comme des gens qui sont des râleurs, des gens qui vont faire des grèves, etc. Ce qui quelque part est un peu vrai, malheureusement. Mais le pire, moi ce qui m'interpelle, c'est que quand on demande à un Français pourquoi tu râles, eh bien, il vous répond parce que je suis français. Et ça, encore une fois, on parlait d'inné et d'acquis tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Par contre, il faut vraiment prendre au niveau public cette décision, au niveau des pouvoirs publics, de se dire qu'il est possible de changer l'état d'esprit des Français. Donc ça va se faire sans doute sur plusieurs générations, mais il faut commencer un moment. Et ça, donc ça passe par des groupes de travail évidemment, mais il faut très rapidement passer de la réflexion à l'action. Et pour ça, il y a pas mal de choses qui sont réalisables, et notamment, on en parlait tout à l'heure, c'est d'être plus dans un mode coaching plutôt que dans un mode formation, d'être plus dans un mode d'apprentissage en permanence et d'apprendre aux populations d'apprendre à apprendre. Et surtout, vous parliez de bestitude tout à l'heure, c'est effectivement de se retrouver dans cette position de qu'est-ce que je peux faire pour être positif. Et j'aime bien notamment cette citation qui disait avant de demander ce que la nation peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour la nation. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut qu'on mette l'ensemble des Français. Et ça, encore une fois, il y a des solutions, notamment avec le digital, qui vont permettre d'accélérer ce changement de mindset, ce changement d'état d'esprit. Mais pour ça, encore une fois, et pardon de me répéter, il y a une première étape qui est cette prise de conscience qu'il n'est pas impossible de changer l'état d'esprit de quelqu'un, voire d'une nation. Mais il faut commencer un jour. Donc commençons maintenant ensemble et avec plaisir pour contribuer à ce changement. Merci Salim Nassur, le message est passé. Merci en tout cas d'être venu nous faire part de ce qui vous motive dans la vie, de ce qui vous porte ici sur le plateau de Décideurs engagés. Et merci à vous pour votre fidélité sur l'Hémicycle TV. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux et à très très bientôt pour un nouveau numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.